Francis, ton livre, donc La beauté du vivant vient de sortir. Vient de sortir, en ouais. octobre, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu plus sur le pourquoi du comment? Déjà à ce titre, La beauté du vivant, et de quoi il parle. Eh bien, écoute, c'est très net. La beauté du vivant, tout le monde sait qu'elle existe, n'est-ce pas? C'est facile de voir la beauté du vivant. Et pourtant, elle n'est pas enseignée. On n'en parle jamais, même à l'université. C'est même l'inverse. J'ai des souvenirs assez désagréables d'enseignants universitaires qui nous disaient « n'admirez jamais ni les plantes ni les animaux, parce que si vous les admirez, ça va fausser vos raisonnements ». Bon, à l'époque, j'étais étudiant, donc j'ai fermé ma gueule. Mais je sentais bien qu'il y avait une erreur là-dedans. Il te faudra un assistant, hein. Ouais, bon, c'est la dernière minute. Ouais, donc voilà, moi j'essaye, ce bouquin essaye de démontrer que la beauté, ça a une réalité biologique. Ça a un sens dans l'évolution de la vie. Voilà. Bon, c'est une hypothèse, hein. En science, nous, on fait des hypothèses. Alors, si tout le monde est d'accord, c'est que c'est vrai. S'il y a des contradicteurs, alors on discute jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Donc j'ai fait l'hypothèse que la beauté était une propriété émergente de l'évolution. Elle ne traduit pas une fonction, elle traduit l'état d'avancement des mécanismes évolutifs. Voilà. Plus c'est avancé, plus c'est beau. Et au niveau, au contraire, des ancêtres, tout à fait au début, sont très laids. Sont très laids. Alors j'ai pris un certain nombre de lignées, animales et végétales, et ben je vois bien que les ancêtres, ils sont très intéressants les ancêtres, hein, je ne veux pas en dire du mal, mais sur le plan esthétique, c'est pas ça. Ça apparaît vers le milieu de la lignée, mais il y a encore un mélange de beau et de pas beau, et puis quand la lignée s'éteint, tout est beau. À quel moment tu as eu l'idée d'écrire ce livre et tu as mis combien de temps à le rédiger et surtout les dessins qui sont magnifiques? C'est 3 ans de travail. 3 ans. Oui. Bon, quand est-ce que j'ai décidé? La beauté, moi je la fréquente tout le temps parce que la botanique tropicale, c'est un univers de beauté. Je peux pas dire tac tout d'un coup, non, j'avais ça dans la tête depuis très longtemps. C'est grave parce que si un scientifique, un biologiste parle de beauté dans un projet de texte, paf, le jury va dire non, ça c'est pas possible. La beauté, c'est futile, c'est bon pour les enfants, pour les débutants, pour les artistes et pour les poètes. Mais c'est indigne des scientifiques. Texto, hein, je me rappelle encore les mots. Je trouve ça scandaleux. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est une rouspétance contre cette position-là. La respiration des racines, c'est indispensable, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il faut que l'eau de pluie parvienne aux racines. Alors, si le béton ou le macadam va jusqu'au pied de l'arbre, eh ben, ce pauvre arbre, même en cas de pluie, il n'a pas d'eau. On sous-estime la longueur des racines. Or, il se trouve que c'est dans la partie la plus lointaine, au niveau des racines les plus fines, que c'est le plus important. Le pied de l'arbre, il n'y a pas d'absorption d'eau, puisqu'il n'y a plus de mycorhizes, il n'y a plus de racines fines. Ça, c'est du support, ça, c'est de la mécanique. La biologie, c'est beaucoup plus loin même que la projection de la couronne sur le sol. Voilà, donc c'est là qu'il faudrait que ça soit du revêtement poreux. C'est extrêmement compliqué, même les architectes paysagistes, des fois, ils n'ont hélas pas cette notion, alors que aux yeux des citoyens lambda, j'irais dire, un architecte paysagiste, c'est vraiment quelqu'un qui a un haut niveau en connaissance de la biodiversité. Mais non, mais attends, voilà. Quand tu regardes le cursus qui mène au métier d'architecte, il n'y a pas de biologie. Il devrait. Mais oui, mais ma solution pour tout ça, c'est que l'éducation nationale ne fait pas bien son boulot et qu'on devrait sensibiliser à l'écologie les tout petits. Voilà.
ils apprennent sans effort, sans aucun effort. Ils gardent ça toute leur vie et ça va faire des gens ayant une sensibilité dans le domaine dont tu parles. Mais il n'y a pas un mot là-dessus. On ne va pas aborder la compensation, mais pratiquement, c'est encore aujourd'hui, on doit se battre à longueur de temps avec nos élus, à leur faire entendre que s'ils abattent un arbre centenaire, pour eux, ils vont en planter 10, et pour eux, c'est bénéfique, c'est mieux qu'avant. Est-ce que tu aurais vraiment un message? Je sais que tu l'as déjà dit des milliers de fois, Oui, c'est ça. Je vais bien répéter. Je sais, mais pour vraiment, comment expliquer, pour toucher le cœur de nos élus, ou vraiment les interpeller en disant il faut arrêter ça? Attends, je remonte un peu en Bien amont. sûr. Pourquoi est-ce que nos élus ne comprennent pas ça alors que le grand public l'a compris? Je crois que quand on se lance dans une carrière politique, on n'a pas un mot dans les enseignements que tu suis, tu n'as pas un mot d'écologie. Donc après, ils sont en position de pouvoir, et comme on ne leur a pas parlé d'écologie, je ne vois pas pourquoi ils y feraient attention. Donc ils ne savent pas, tout simplement, ils ne savent pas. Mais est-ce que ça ne t'interpelle pas, toi qui es botaniste, donc qui est un expert des arbres et du vivant, que ils sont entourés normalement, ou ils sont informés, ils peuvent se renseigner, et on a l'impression qu'ils ne souhaitent pas. Non, ils ne le souhaitent pas. Certains oui, mais non, mais bon nombre non. Les scientifiques les gênent terriblement, les élus. C'est tellement plus simple de les ignorer. C'est vrai. Parce que s'ils suivaient les conseils de gens du GIEC, par exemple, ça supposerait beaucoup de changements dans leur comportement et puis dans la société en général. Le mécanisme économique serait entièrement à revoir. Un élu ne va pas se lancer là-dedans. Un élu, il n'a qu'une envie, c'est qu'on le réélise, c'est tout. Ils choisissent de travailler, d'être employés à la transition écologique ou d'être élus aux espaces verts. C'est quelqu'un normalement qui a une petite sensibilité ou qui souhaite apprendre, évoluer. Oui, plutôt normalement. Ça. Mais lorsque on essaye de les sensibiliser, nous, avec l'appui de spécialistes comme toi, et je te remercie, et qu'on n'est pas du tout entendu, c'est là où il y a vraiment une question, on se dit, mais ils écoutent qui? Ils savent bien que l'avis des experts, ça va leur poser des problèmes. Ça va compliquer leur métier. Donc la solution la plus simple pour les élus, c'est de ne pas écouter. Voilà. Traiter les écologistes de bobos ou d'éco-terroristes, c'est une manière de mettre le problème sous le tapis. Voilà. Ils ne s'en occupent pas comme ça. Et pour toi, avec tes paroles sages, comment on peut les faire évoluer, connaissant la gravité de la situation pour le futur? Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Oui. Comment ils peuvent ne pas agir en ayant ce poste extrêmement important? Et je ne vais pas dire et se regarder après dans un miroir, mais parce que c'est peut-être un peu dur, mais des fois on se pose la question, nous militants. On a essayé, il y a 4 ou 5 ans, de faire des cours de rattrapage pour les élus. Mais ça n'a pas marché, ils ne viennent pas. Il y en a 3 ou 4, quoi. Ça ne vaut pas le coup. C'était dans le cadre de l'Assemblée nationale. Non, mais tu ne peux pas les obliger à s'intéresser à un truc qu'ils craignent. C'est pas qu'ils soient compétents, mais ils le craignent parce qu'ils savent que l'écologie, ça va modifier plein de choses, leur poser des tas de problèmes, leur demander des décisions parfois douloureuses. Je préfère ne pas parler de ça. Non, mais les relations entre les scientifiques et les élus, c'est très mauvais. Voilà. Très, très mauvais. Et pourtant, les scientifiques, on les fait travailler, on leur donne du boulot, et voilà. Et on les finance même, mais on ne les écoute pas.